Bonjour et bienvenue dans le chapitre Les migrations et les bases de données avec Laravel. Dans le cours débuté avec le framework Laravel, les bases de données occupent une place très importante dans le développement web. Avec Laravel, c'est encore plus facile. Il utilise un ORM qui s'appelle Eloquent, qui facilite l'accès à la base de données. Pour bien débuter, nous allons commencer par paramétrer le projet. Pour que vous puissiez configurer la base de données et utiliser la base de données, il faudrait passer par le fichier .env. Je vais l'expliquer, c'est le point d'entrée de configuration où on peut mettre l'ensemble des paramètres de configuration. Ensuite, le reste est géré avec les contenus. D'accord? Donc, nous allons afficher le fichier .env qui se trouve au niveau de la racine du projet. Vous trouverez à l'intérieur les informations sur les accès à la base de données. Alors ici, vous avez le DB connection qui explique le type de connexion que vous utilisez. Donc, Laravel utilise MySQL, SQLite, MySQL, PostgreSQL pour se connecter à la base de données. Alors ici, nous allons utiliser MySQL. Le host, c'est l'adresse du serveur sur lequel se trouve notre base de données. Donc, dans la plupart des environnements locaux, c'est 127.0.0.1 ou localhost. Quel est le port qui est utilisé, le port de la base de données? Ça, c'est à vérifier. Cette information est disponible soit dans phpMyAdmin ou bien dans votre serveur. Ensuite, il y a le nom de la base de données. Comment s'appelle votre base de données? Quel est le nom d'utilisateur de votre base de données? Quel est le mot de passe? Donc, c'est cette partie de la configuration qui nous intéresse pour les bases de données. D'accord? Donc, nous allons commencer d'abord par créer une base de données qui s'appelle Task Manager. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut vous assurer que vous avez bien démarré votre serveur, si c'est WAMP, MAMP, LAMP, etc. Ensuite, on va venir ici sur le localhost et ouvrir phpMyAdmin. Donc, dans mon cas, mon lien c'est localhost 2.88.88/phpMyAdmin. Mais quel que soit le serveur que vous utilisez, vous pouvez directement ouvrir votre phpMyAdmin. Si c'est WAMP serveur, phpMyAdmin sera directement disponible au niveau des icônes. D'accord? Si vous cliquez, vous pouvez l'ouvrir. Donc, si vous voyez déjà, moi je vais créer ici une nouvelle base de données. Donc, moi j'avais déjà une base de données qui s'appelle Task Manager. C'est lors de la conception du cours. Donc, je vais supprimer cette base de données pour créer une toute nouvelle base de données qui va s'appeler Task Manager. Donc, maintenant que j'ai créé la base de données Task Manager, alors qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Je dois paramétrer les configurations que je viens d'indiquer. Donc, ma base de données déjà s'appelle Task Manager DB. Donc, je vais venir ici au niveau de DB DBZM, Task Manager DB. Alors, mon serveur se trouve bien sur l'adresse 127.0.0.1. Mais quel est le port que j'utilise? Dans mon cas, ce n'est pas le 3306. Pour certains serveurs, c'est 3308, surtout pour WAMP serveur. C'est 3306 ou 3308. Et pour MAMP, c'est 8889 dans mon cas. Mais on peut facilement l'apercevoir ici. Si vous venez par exemple au niveau de votre gestionnaire de projet, vous voyez ici on a serveur localhost 2.8889. Cela indique directement le port qui est utilisé par votre projet Laravel. Donc ici dans mon cas c'est 8889. Ensuite, pour le user, c'est root par défaut dans mon cas. Pour le mot de passe aussi c'est root. Pour certains, root, le mot de passe n'est pas défini, donc il n'y a pas de mot de passe. C'est pourquoi il faudra bien vérifier ces informations avant de les compléter. Donc moi j'utilise une base de données MySQL sur le localhost avec l'adresse IP 127.0.0.1 sur le port 8889 avec comme nom de base de données Task Manager DB avec comme nom d'utilisateur root avec comme mot de passe root. Quand ces informations sont bien renseignées, votre application sait maintenant où trouver la base de données et comment trouver la base de données. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire à ce niveau, c'est essayer de configurer le default string length. Qu'est-ce qui se passe? Si vous utilisez Windows avec SAMP ou avec WAMP Server, souvent lorsque vous allez générer vos migrations, il y aura directement un problème qui va se poser.
donc vos migrations vont échouer. Pourquoi? Parce que vous savez par défaut dans PHP dans MySQL, lorsque vous créez un champ de type chaîne de caractères et que vous ne précisez pas la taille par défaut c'est 255 caractères. Or, Laravel limite la taille des chaînes de caractères à 191. C'est pourquoi lors de la génération des migrations, si vous ne précisez pas le 191, ou bien si vous ne précisez pas une taille qui est inférieure à 191, avec ces serveurs, si vous tentez d'exécuter les migrations pour les champs de type chaîne de caractères avec la taille non précisée, ils vont, ces serveurs vont mettre 255 caractères. Et dans ce cas, cela va faire échouer l'exécution de vos migrations. C'est pourquoi pour éviter ces problèmes, nous allons déjà dire à Laravel dans les configurations que si l'utilisateur ne précise pas la taille des chaînes de caractères, alors limite cette taille à 191. Pour ce faire, nous allons aller dans le dossier App Service Provider. Et dans ce fichier, il y a une fonction qui s'appelle boot. Ouais, donc dans l'App Service Provider, il y a une fonction qui s'appelle boot. Et dans le boot, nous allons rajouter ce code-là, schema default string length 191. Alors on va venir directement dans App. Il y a ici Provider. Dans Provider, il y a App Service Provider. Et dans l'App Service Provider, il y a une fonction qui s'appelle boot. Et ici, nous allons rajouter schema default string length et nous allons lui donner 191. Donc au cas où l'importation n'est pas faite automatiquement, il faudra utiliser le use limit support facade schema qui est déjà disponible. Donc le code complet est là. Vous pouvez même copier directement ce code là et remplacer le contenu du App Service Provider. Ça va fonctionner. Donc une fois que c'est fait maintenant, notre application sait où prendre la valeur notre application sait comment fixer la taille par défaut des chaînes de caractères. Maintenant, nous allons voir les migrations. Donc, avant d'attaquer les migrations, nous allons un peu expliquer ce que cela signifie. Les migrations sont une sorte de carnet de bord de toutes les modifications qui peuvent être effectuées dans l'organisation de votre base de données. Création d'une table, ajout, suppression ou renommage de colonnes dans une table, etc., etc. Donc, les migrations sont des fichiers PHP qu'on peut retrouver dans le dossier database/migration. Ici, dans le dossier database, il y a un dossier qui s'appelle migration. Ici, vous allez trouver les migrations. D'accord. Et en vous rendant dans ce dossier, vous découvrez que 4 migrations existent déjà, dont une pour la création de la table user et une pour la table password reset. Ici, si vous ouvrez le dossier migration, vous allez trouver ici 4 migrations par défaut. Il y a une migration pour la gestion des utilisateurs, une migration pour la gestion des réinitialisations de mots de passe, une migration pour les tâches qui ont échoué et une migration pour les access tokens que nous allons voir dans le cours sur les API avec Laravel. D'accord, donc ça c'est des migrations par défaut que Laravel met à notre disposition. Donc si vous ouvrez le fichier de migration des users, vous allez voir que c'est structuré ainsi. Ok, donc vous avez deux fonctions, il y a la fonction up et la fonction down. Donc lorsque vous exécutez une migration, Laravel, à travers le code de migration que vous avez écrit, va générer le code SQL qui sera directement exécuté dans votre base de données, soit pour ajouter de nouveaux champs, soit pour modifier des champs ou supprimer des champs. Et c'est la fonction app qui est exécutée lorsque vous exécutez la migration. Cependant, des erreurs peuvent se produire, la migration doit être alors annulée. Dans ce cas, la fonction down sera appelée lorsque la migration est annulée ou bien lorsque vous allez décider vous-même d'annuler votre migration. Donc la classe migration, c'est une classe abstraite qui est étendue directement par la classe que vous avez exécutée. Hein. Donc il y a aussi la façade schema qui est utilisée ici, qui permet, comme son nom l'indique, de gérer le schéma de la base de données. Donc en vous rendant dans le fichier schema, vous trouverez la classe builder hein, avec le namespace eliminate database schema builder. Donc tout ça c'est juste des explications, mais si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans ces détails. Hein. Donc qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que PHP qu'est-ce que Laravel demande par défaut ici dans ce schéma?
Alors, je vais vous expliquer le contenu. Il y a le users qui est là, qui est déjà le nom de la table. Avec create, là, on est en train de demander à la base de données de créer une nouvelle table qui s'appelle user avec un champ ID. Par défaut ici, cela indique que ID est une clé primaire, hein, qui est auto-incrémente et qui est unique. On nous demande de générer un champ qui s'appelle name, qui est de type string, un champ email de type string et qui est unique, un champ timestamp qui s'appelle email verified at, qui est nullable, un champ password qui est de type string et des fonctionnalités de remémoration de mot de passe. Au cas où vous générez un token, vous voulez que le système se rappelle de votre mot de passe. C'est le remember password, hein. Et il y a le timestamps que Laravel intègre presque à tous les champs, à toutes les tables, euh, des champs contenant deux autres champs. Donc le timestamp propose directement la création de deux champs. Le champ created at qui permet d'indiquer à quelle date l'enregistrement a été ajouté dans la base de données et le updated at qui permet de préciser la dernière mise à jour, à quelle date ça a été fait. D'accord. Donc maintenant que nous avons vu en détail la construction de la migration de la table user, nous allons retourner dans la console et lancer la commande suivante depuis la racine de notre projet Laravel pour créer toutes les tables de la base de données. Donc chaque fois que nous avons des migrations, si on exécute la commande php artisan migrate, cela permet directement de créer des migrations. Pour le moment, nous n'avons pas créé de nouvelles migrations, mais nous voulons exécuter les migrations par défaut que Laravel nous propose. Pour cela, nous allons nous rendre dans le CMD. Bon, si vous voulez que votre projet s'exécute, il ne faut pas arrêter le CMD par défaut où le serveur est lancé. Cependant, il faudra directement démarrer un nouveau serveur de CMD, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre php artisan migrate. Euh, il dit que la table task manager existe déjà. Bon, je pense l'avoir supprimé. Euh, bon, la table, il dit que la base de données existe, donc nous allons l'utiliser. On va dire non, nous n'allons pas créer la table. Bon, excusez-moi, il doit y avoir un problème de configuration. Je vais vérifier d'abord si la base de données. Bon, peut-être que nous venons juste d'installer une toute nouvelle mise à jour qui permet de créer la base de données à notre place. Donc, il nous dit que la base de données existe déjà. Bon, on va essayer de supprimer dans ce cas la base de données et essayer de réexécuter la commande et voir ce que ça donne, hein. Donc, on va faire php artisan migrate. Là, il dit que la base task manager db n'existe pas. Est-ce que nous voulons la créer cette fois-ci? Nous allons dire oui. Et parfait. Donc, cette nouvelle mise à jour de Laravel déjà permet de créer la base de données si elle n'existe pas. D'accord, donc c'est parfait. Si nous vérifions déjà, nous allons voir qu'une nouvelle base de données est créée qui s'appelle Task Manager avec l'ensemble des tables. Vous voyez, la table user est là. Si nous entrons là-dedans et que nous partons dans la structure, nous allons voir les champs name, email. Vous voyez, l'ID est de type auto-increment et c'est la clé primaire. Il y a le email verified at, le password, le remember token qui permet de se rappeler du mot de passe, les champs timestamp created at et updated at. D'accord? Donc, vous voyez, les migrations sont créées. On peut vérifier la base de données dans PHP MyAdmin. On verrait que les tables sont bien créées. Vous voyez, donc nous venons de voir que les tables sont créées. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer notre propre migration. Nous voulons directement créer une nouvelle table qui s'appelle tâche dans la base de données. Les noms des champs seront les suivants. Les types des champs sont là. La taille par défaut. Si la taille est précisée, nous allons préciser la taille. Si c'est par défaut, on va laisser comme ça. Et il y a les contraintes sur les champs. Par exemple, le nom est unique et obligatoire. La description est obligatoire. Le champ fini doit prendre une valeur par défaut qui est false. La photo, elle est nullable, hein. L'UID est obligatoire et unique. La priorité est obligatoire et la valeur par défaut c'est 1. La couleur, elle est obligatoire et la valeur par défaut c'est green. Archiver est obligatoire. Bon, non, la valeur par défaut c'est false. On n'a pas précisé si c'est obligatoire ou pas. Cette fois-ci, nous allons créer la migration. C'est le premier TP. Alors, pour créer une migration dans Laravel, il faut exécuter la commande php artisan make migration
Et là, on va donner un nom à notre migration. Par exemple, create tâche table. C'est le nom de fichier que la migration va comporter. Ici, nous allons préciser -create pour dire que vraiment, on veut créer une nouvelle table et cette table-là doit s'appeler tâche. Alors, nous allons exécuter cette commande au niveau de l'invite de commande, hein. Donc, je pourrais déjà agrandir et changer la couleur, voilà. Comme ça, vous pourrez mieux visualiser. Là, je mets PHP artisan make migration create tâche table -create. Voilà, là, il me dit que une nouvelle migration vient d'être créée avec son nom de fichier. Si nous nous rendons maintenant dans le répertoire migration, vous allez voir qu'une nouvelle migration qui s'appelle create tâche table est créée avec par défaut la clé primaire et les deux champs dont je vous ai parlé, le created at et le updated at. Ce qu'il faut maintenant, c'est concevoir les autres champs de la base de données. Ouais, ça c'est la fonction up et la fonction down dit qu'au cas où la migration est annulée, il faut directement supprimer la table tâche au cas où elle existe. Maintenant ici nous allons préciser les autres champs qui doivent être ajoutés conformément à la description de l'application. D'accord, donc les autres champs c'est quoi? Nous allons ensuite créer les champs conformément au tableau. Bon, pour ne pas trop durer dans la mise en forme, moi je vais directement copier le code et vous expliquer, mais vous pourrez facilement le faire. Les types de champs que nous avons dans Laravel, il y a pour les migrations, il y a string pour les chaînes de caractères texte, pour les champs longs, et il y a long text pour les postes. Par exemple, si vous regardez sur les sites d'information, donc il y a un champ post dans lequel tout le contenu de l'article est rédigé. Donc on dit long text. Il y a les variables booléennes pour tout ce qui est boolean true false. Il y a le UID qui permet de s'assurer qu'un champ est unique et de type UID. Il y a integer pour les nombres. Voilà. Voyez, donc on met unique devant un champ si le champ est unique. On met default et on donne la valeur par défaut. Par exemple, boolean, la valeur par défaut c'est true ou false. Voyez, ça c'est une chaîne de caractères. La valeur par défaut, on dit que c'est green, comme demandé dans l'exercice. La priorité est de type integer et on dit que la valeur par défaut c'est 1. Voilà, donc vous pouvez facilement ajouter ici tous les champs que vous souhaitez. D'accord? Donc une fois que les champs sont ajoutés, il faut exécuter la commande php artisan migrate. Chaque fois que vous créez une nouvelle migration, pour exécuter cette migration dans la base de données, il faudra exécuter la commande php artisan migrate. Donc on va exécuter la commande php artisan migrate. Il dit que la migration a été exécutée avec succès. Et si nous partons vérifier dans notre base de données, vous allez voir qu'il y a une nouvelle table qui s'appelle maintenant tâche. Vous voyez tâche. Et si vous affichez la structure, vous allez voir les champs nom, description, UID, etc. etc. D'accord? Donc, le résultat et la vérification nous donnent l'existence de la table. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer le modèle. La table est créée dans la base de données. Nous allons créer maintenant le modèle correspondant dans l'application pour pouvoir manipuler des tâches. Dans ce cas, pour créer un nouveau modèle, il faut exécuter la commande php artisan make model tâche. Donc, les modèles sont directement créés dans le répertoire app modèle. Par défaut, nous n'avons que le modèle user. Cette fois-ci, la commande que nous allons créer va nous générer directement un nouveau modèle pour la table de la base de données qui s'appelle tâche. Dans PHP Artisan Make Model Tâche, nous génère directement un nouveau modèle. Et si nous vérifions, nous allons voir qu'un nouveau modèle est créé dans le même répertoire que user.php qui concerne la tâche. D'accord? Donc maintenant que c'est fait, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre en compte, hein. Donc nous allons à présent indiquer à Laravel les champs qui peuvent être remplis lors de la création dans la base de données en masse. C'est-à-dire lorsque vous avez un formulaire où vous voulez générer simultanément plusieurs enregistrements de tâches, Laravel dit que non, moi je ne vais pas automatiquement autoriser l'utilisateur à écrire dans tous les champs. C'est à toi de me préciser tous les champs que l'utilisateur est censé écrire ou bien les champs qui lui sont interdits. Maintenant, en me précisant cela, moi je pourrais maintenant savoir quels sont les champs qu'il est autorisé d'écrire ou quels sont les champs qu'il n'est pas autorisé d'écrire. Donc nous avons deux cas. Le premier cas, on va indiquer dans la variable guarded. Vous voyez, nous allons déclarer dans tâche une nouvelle variable qui s'appelle guarded de type protégé.
C'est un tableau qui va contenir tous les champs qui sont protégés, que l'utilisateur n'a pas le droit d'écrire lui-même. D'accord? Donc, le mice assignment va protéger ce champ-là. Si c'est un champ autogénéré, Laravel va générer le champ. Si c'est un champ qui n'est pas autogénéré et que l'utilisateur n'a pas le droit d'écrire, alors ce champ-là n'aura pas de valeur, hein. Mais là, on vient d'expliquer à Laravel que, attention, parmi tous les champs qu'il y a dans tâche, c'est le champ ID qui est protégé. S'il y a d'autres champs, on va mettre virgule et préciser d'autres entrées dans le tableau qui est là. Maintenant, le second cas, on renseigne une variable qui s'appelle $fillable qui contient cette fois-ci tous les champs qui doivent être remplis. Premièrement, on avait dit qu'on va indiquer tous les champs qui ne peuvent pas être modifiés. Parce que si on connaît les champs qui ne peuvent pas être modifiés, donc on sait automatiquement les champs qui peuvent l'être parce qu'il suffit d'exclure les champs qui doivent être modifiés. Mais cette fois-ci, la seconde manière, c'est de dire tous les champs qui doivent être renseignés. Si on connaît aussi tous les champs qui doivent être renseignés, on sait que les champs qui ne sont pas listés ne doivent pas être renseignés. C'est pourquoi là, soit vous utilisez $guarded ou bien vous utilisez $fillable. Si vous utilisez $guarded, vous précisez tous les champs qui sont autorisés, qui ne sont pas autorisés à être écrits par l'utilisateur. Si vous utilisez $fillable, vous précisez tous les champs qui sont autorisés à être écrits par l'utilisateur. Mais il ne faut pas utiliser tous les deux en même temps, hein. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons oublié d'ajouter dans la table tâche, l'utilisateur ayant créé la tâche. Vous voyez, nous venons de créer une toute nouvelle migration pour la table tâche. Mais nous voulons savoir aussi l'utilisateur qui a créé la tâche. Quel est l'utilisateur qui a créé la tâche? Hein? Pour cela, il faudra créer une nouvelle migration qui permet d'ajouter directement la clé étrangère user dans la table tâche. Ok, donc pour cela, il suffit d'exécuter la commande php artisan make migration. Bon, là on donne un nom. Le nom doit être toujours significatif. Moi, je l'ai appelé par exemple add user foreign key to tâche table. Quand quelqu'un voit ça, il sait qu'on veut rajouter la clé étrangère user dans la table tâche. Et le fait de préciser ici table tâche, on est en train de lui dire qu'au cas, parce que Laravel permet automatiquement de détecter le nom de la table. Si cette dernière, vous voyez ça, si ça c'est bien écrit, il pourra automatiquement détecter le nom de la table. Mais si vous êtes trompé, le table tâche permet de lui dire clairement que c'est le nom de la table doit s'appeler tâche. D'accord. Alors nous allons exécuter cette migration. Voilà, il crée une nouvelle migration qui s'appelle add user fk to tâche table. Add user fk to tâche table. Vous voyez, nous avons les fonctions up et down. Cette fois-ci, Laravel sait qu'il ne va pas créer une nouvelle table, mais la table existe déjà, il va faire une mise à jour. C'est pourquoi vous n'avez pas ici les champs ID et les champs timestamps qu'on avait par défaut lors de la création. Vous voyez, ici on a ID, on a timestamp et ici on a create. Mais cette fois-ci, on lui dit tout simplement qu'il s'agit d'une mise à jour. C'est pourquoi on a mis table. D'accord? Donc après cela, nous allons mettre à jour la migration en implémentant la fonction up et down. Ici, ce que nous voulons, c'est expliquer à l'application que nous avons besoin d'une clé étrangère user dans la table tâche. Pour cela, dans table, il y a un ensemble de fonctions qui permettent de gérer les clés étrangères. Parmi ces fonctions, il y a le foreign ID for. À l'intérieur, on doit préciser ici directement l'objet clé étrangère qui est rattaché. Et ici, on va indiquer si c'est contraignant ou pas. Si on met constrained, ça signifie que ce sera obligatoire. D'accord? Donc, il faudra préciser forcément vous connaissez les contraintes d'intégrité référentielles dans les bases de données. Donc, si vous dites que user est constraint, ça signifie que ça doit forcément avoir une relation. Et si on tente de supprimer, il faudrait aussi préciser on delete. Lors de la suppression de l'utilisateur, est-ce qu'il faut supprimer la tâche ou pas? Et expliquer les contraintes. Mais nous, on va se limiter pour le moment à constraint en disant que si on supprime l'utilisateur alors que l'utilisateur a des tâches, il faudra supprimer. Il faudra refuser la suppression de l'utilisateur. Dans ce cas, on affichera un message indiquant à l'utilisateur que vous ne pourrez pas procéder à la suppression parce que cet utilisateur, la clé de l'utilisateur intervient déjà dans la table tâche. Ok, maintenant, au cas où la migration échoue ou quand on décide d'annuler la migration dans la fonction table, il y a aussi la possibilité directement de supprimer des colonnes. Mais nous allons lui demander ici de supprimer avec la fonction drop foreign ID qui permet directement de supprimer une clé étrangère. Il y a aussi le drop constrained foreign ID qui permet de supprimer une clé étrangère avec des contraintes au cas où on a utilisé constrained.
On peut utiliser trop constrained foreign ID for, qui permet maintenant de préciser qu'il faut supprimer une clé étrangère contraignant avec quelle table? Avec la table user. Donc ici user class. Là, dès que la fonction down sera exécutée, il va aller supprimer la clé étrangère avec les contraintes qui sont établies sur la table user. D'accord? Donc après que c'est fait, on va exécuter la migration. Vous allez voir que l'exécution de cette migration va créer une nouvelle clé étrangère directement dans la table tâche. On va aller vérifier dans la base de données. Dans la table tâche, vous allez voir maintenant qu'il y a user ID qui est là. Ouais, donc ici, il y a une contrainte qui est établie ici. Et si vous regardez dans les vues relationnelles, vous allez voir que la table user est directement liée à la table user. Donc le principe avec Laravel, c'est quoi? Pour les migrations et les bases de données, on ne va pas aller dans la base de données pour apporter une quelconque modification. Tout doit se faire à partir des migrations. Cela permettra, dès que vous travaillez en collaboration, vous pouvez partager directement les fichiers de migration. Chacun exécute directement la commande et sa base de données est automatiquement mise à jour. Alors, les relations. Maintenant, nous allons parler des relations entre les tables. Vous savez qu'en programmation orientée objet, quand on dit que, euh, quand on prend l'exemple d'un enfant, on dit qu'un enfant a un père. Alors, si nous créons la table enfant, nous pouvons créer une table qui s'appelle père qui va contenir, qui va être lié à une autre personne qui est le parent de l'enfant. Donc, de la même manière, quand on crée les tables dans les bases de données en mettant les contraintes d'intégrité avec les clés étrangères, une clé qui migre dans une autre table, etc. Laravel nous permet directement à partir de nos modèles. Parce que dans la base de données, nous savons maintenant qu'il y a une relation directe entre la table tâche et la table user. Mais notre modèle ne connaît pas encore cette relation. Si nous regardons dans la table tâche, dans le modèle tâche.php, nous ne savons pas qu'une tâche a un lien avec un user. Et quand on entre dans l'utilisateur aussi, il n'y a aucune information qui permet de dire que l'utilisateur est lié à une tâche. Alors Laravel, grâce au type de relation que nous connaissons, 1, N, NN, plusieurs à plusieurs, 1 à plusieurs, 1 à 1, Laravel propose des équivalences avec les modèles, les tables, les classes qui permettent directement de faire ces liens-là. D'accord? Alors, c'est ce que nous allons essayer de voir ici. Hein? Donc, pour une relation 1 à plusieurs, Laravel nous propose la relation has many du côté N et belongs to du côté 1. Par exemple, une inscription appartient à un étudiant. Alors, on dira qu'un étudiant a plusieurs inscriptions parce qu'un étudiant peut s'inscrire plusieurs fois. Mais une même inscription appartient à un seul étudiant. C'est pourquoi on va dire qu'une inscription appartient à un étudiant. Pour une relation plusieurs à plusieurs, Laravel nous propose la relation belongs to many des deux côtés. Donc, si le belongs to many, c'est pour les relations plusieurs à plusieurs. Donc, une classe peut avoir plusieurs inscriptions d'étudiants, mais un étudiant peut s'inscrire aussi à plusieurs classes. Donc, dans la relation classe-étudiant, il y aura une relation many to many qu'on va appeler belongs to, qu'on va utiliser avec le belongs to des deux côtés. Mais nous allons voir tout ça en détail. Nous pourrons découvrir d'autres tout au long de ce cours. Hein, nous allons mettre une relation entre tâche et user, comme on vient de le faire avec la migration. Dans la classe tâche, nous allons ajouter un lien indiquant que la tâche appartient à un utilisateur. Donc pour cela, il faut venir dans la table tâche. Il y a une fonction. C'est pourquoi le fait d'utiliser le Laravel Extension Pack vous permet de générer directement ces relations. Donc si vous mettez relation, il vous propose déjà le belongs to. Parce qu'on dit qu'une tâche appartient à un utilisateur. Alors on utilise le belongs to user. Là, il faudra utiliser user correctement. Il faudrait que ce soit importé avec l'autocomplétion. Nous allons enlever les contraintes et importer aussi le belongs to. Là, on vient directement de dire à tâche que euh, tu appartiens à un utilisateur. Parce que c'est un utilisateur qui crée la tâche. D'accord, donc c'est cette opération-là que nous venons de faire avec le belongs to. Dans la classe user, nous allons indiquer qu'un utilisateur a plusieurs tâches. Parce que si une tâche appartient à un utilisateur, alors qu'un utilisateur peut créer plusieurs tâches, alors plusieurs tâches appartiennent à un utilisateur. C'est pourquoi nous allons venir maintenant dans la table user en disant que tu as plusieurs tâches. Là, on met relation has many. Là, has many tâches. Nous allons mettre le lien avec la table tâche. On va enlever aussi les contraintes.
Voyez, c'est très important ici, lorsque vous générez les clés de contrainte avec les migrations, d'utiliser directement les modèles. Si vous regardez dans la migration, nous avons utilisé directement foreign ID for user class. Derrière, c'est Laravel même qui va nous générer le nom de clés étrangères, etc., etc. Cela nous permet, nous, lors de la création des relations, de ne pas nous fatiguer en précisant, par exemple, les noms des clés étrangères, etc., etc. Donc, tout ça sera automatiquement mappé. Ouais, là, nous venons de dire qu'un utilisateur a plusieurs tâches. Ensuite, voilà, maintenant, c'est ce que nous venons de faire. Nous venons de rajouter ce code-là qui permet de dire qu'un utilisateur a plusieurs tâches. Dans la classe user, nous pouvons ajouter d'autres relations indiquant les tâches de l'utilisateur qui sont finies et les tâches de l'utilisateur qui sont archivées. Alors, la force des relations, c'est quoi? C'est que dès que je récupère un utilisateur, je peux directement récupérer les tâches de ces utilisateurs sans écrire de requête grâce aux relations. Quand j'ai une tâche, je pourrais directement accéder à l'utilisateur de la tâche sans écrire de requête. C'est un peu ça la force avec Laravel. Mais imaginez ici, si j'ai des tâches, c'est toutes les tâches de l'utilisateur parce qu'il n'y a aucune contrainte. Mais Laravel dit qu'on peut aller plus loin. On peut par exemple déclarer une autre relation où on va préciser en disant qu'on veut seulement récupérer les tâches qui sont finies. Dans ce cas, on peut utiliser directement cette relation hasMany avec l'option, avec une contrainte supplémentaire en disant where fini est égal à true. D'accord, donc on va essayer de créer une relation hasMany. Là, on va mettre tâche fini. Là, ça va être lié encore à la table tâche. Le foreign ID, on les enlève parce que la relation a été générée automatiquement. Et ici, on peut rajouter maintenant une contrainte where on a un champ fini à l'intérieur de tâche. On va mettre ici true. Donc là, on est en train de dire qu'il faut rechercher toutes les tâches de l'utilisateur dont le champ fini est égal à true. De la même manière, on peut aussi afficher uniquement les tâches archivées. En faisant quoi? En utilisant la commande encore, en utilisant encore les relations hasMany. Cette fois-ci, on va appeler tâche archivée. D'accord? Donc, dans tâche archivée, nous allons mettre tâche, c'est toujours la table tâche, hein, mais nous allons enlever encore les contraintes de clé étrangère. Hmm. Alors, nous allons essayer d'anticiper un peu avec les requêtes parce qu'ici, on a mis where fini est égal à true. Vous mettez where, vous mettez le champ et vous mettez la condition. Mais Laravel dit qu'on peut aussi concaténer directement le champ avec le where. Donc, au lieu de, par exemple, de passer fini ici comme second argument, on va directement le concaténer avec le where. Dans notre cas ici, ce sera archivé. On va dire where archivé. Et là, on lui donne directement la valeur qui doit être correspondante. Donc, cette écriture-là est équivalente à cette écriture. Donc, ici, nous sommes en train de demander à Laravel d'aller rechercher pour l'utilisateur toutes les tâches qui sont archivées. Donc, voyez, maintenant, nous pouvons directement accéder à la liste des tâches de l'utilisateur. On peut accéder à toutes les tâches de l'utilisateur qui sont finies. On peut accéder à l'ensemble des tâches archivées de l'utilisateur. De la même manière, vous avez la possibilité de récupérer les dernières tâches que l'utilisateur a créées avec des fonctions de requête supplémentaires. Vous pourriez récupérer la toute première tâche que l'utilisateur a créée. Vous pouvez récupérer la dernière tâche. Vous pouvez récupérer les tâches dans l'ordre par date de création, etc., etc. Donc, il suffit tout simplement de créer des relations hasMany et de préciser ici directement les requêtes qui peuvent s'exécuter. Voilà, nous avons terminé avec ce chapitre. Si vous avez des questions ou des points non éclaircis, n'hésitez surtout pas à m'envoyer directement un mail ou bien à me contacter.